Il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que vous connaissez sans doute. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé animale, beaucoup moins connue du grand public. L'OMSA fête ses 100 ans, un siècle au service de la lutte contre les maladies animales transfrontalières. Avec nous pour en parler, Monique Eloi, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes vétérinaire, directrice générale de cette Organisation mondiale de la santé animale. Création en 1924, à l'époque il y avait 28 pays, aujourd'hui il y en a 183. À l'époque ça s'appelait l'Office international des épizooties. C'est quoi une épizootie? C'est un nom un petit peu ancien, qui est tout simplement l'équivalent de la pandémie chez l'homme. D'accord. Donc c'était le risque justement que des grandes maladies animales se répandent à travers le monde et créent des problèmes pour l'élevage. Et en particulier à l'époque, c'était la peste bovine qui était un danger majeur pour l'élevage bovin. Donc quand c'est localisé, on ne parle pas d'épizootie? Non, vous parlez de foyers de maladies. Mais dès que ça s'étend à plusieurs pays, voire à l'ensemble de la planète, là, on est en épizootie. Eh bien, vous l'avez esquissé. Pourquoi, à l'époque, est créé cet organisme? Il y avait cette peste bovine. On va regarder un extrait qui explique la genèse de votre organisation. Un clip donc réalisé à l'occasion de vos 100 printemps. On écoute. Will we be okay if our chickens start dying? Why this outbreak? What is avian influenza and where did it come from? You know, I used to worry about these kind of things too. That's why I became a vet. Look, we've had vets in our family for a really long time, looking after the family farm, looking after the animals, but looking after people too. When I was a girl, my father told me stories about rinderpest, a terrible animal disease that had spread around the world. Animals were dying, which meant that some families lost their livelihoods, and many more didn't have enough food. Your great-grandfather, along with many others, worked very, very hard to stop rinderpest from spreading. And then? What happened? Well, it was 100 years ago, and people realized that they had to work together. So, 28 countries came together and created the World Organization for Animal Health. Look. In 2011, WAWA declared the eradication of the rinderpest, thanks to the coordinated efforts of its members. So the same could be done for avian influenza? Well, not the same, but we are working hard to control it. Voilà, la peste bovine est éradiquée depuis 2011, mais pas l'influenza aviaire, pas la grippe aviaire. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est beaucoup plus compliquée. D'abord, vous avez plusieurs virus. On parle de grippe aviaire, mais il y a plusieurs virus. Donc, c'est difficile d'avoir un vaccin qui permet de cibler tous ces différents virus en même temps. L'autre grande raison, c'est parce que la faune sauvage aussi est affectée. Donc même si vous vaccinez les animaux domestiques, vous avez toujours un risque de contamination à travers notamment les oiseaux sauvages. Donc ça devient effectivement beaucoup plus compliqué que la peste bovine il y a de nombreuses années où il y avait un virus, un vaccin et une seule espèce animale. Alors, l'actualité nous emmène aux États-Unis. Un 3e cas de transmission du virus de la grippe aviaire de la vache à l'homme a été identifié dans le Michigan. C'est ce qu'ont dit les autorités sanitaires américaines qui se sont voulues plutôt rassurantes. Pas de risque de pandémie, mais les scientifiques restent prudents. Que sait-on aujourd'hui de cette affaire et de ce virus H5N1? Alors, le virus H5N1 est un virus qui est quand même assez bien connu. Malheureusement, pas tellement chez les bovins, parce que c'est nouveau la situation que l'on a actuellement aux États-Unis, mais c'est un virus très banal dans la faune aviaire. Alors là, la différence, c'est que ça atteint des bovins, qui était une espèce animale qui était plutôt préservée de cette transmission des oiseaux vers les mammifères. Comment les vaches l'ont attrapé d'ailleurs? Alors vraisemblablement, justement, à partir d'oiseaux sauvages ou de foyers chez des volailles domestiques. Mais c'est vrai que ce que l'on observe depuis quelques années, c'est pour ça qu'on reste toujours très prudent, c'est que jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans, les foyers de grippe aviaire, c'était essentiellement chez les volailles domestiques ou, encore une fois, chez les oiseaux sauvages. Ces dernières années,
on voit de plus en plus d'espèces de mammifères, que ce soit des mammifères sauvages, je pense par exemple à des otaries ou des phoques, mais également à des mammifères domestiques, comme les bovins laitiers actuellement aux États-Unis, qui sont régulièrement infectés. Et là, donc on ne sait pas si on est au début d'une nouvelle histoire, ou bien si ce sera un épiphénomène, et puis on passera à autre chose après. Ce qui est rassurant pour le moment, c'est que même s'il y a quelques cas humains, ils sont bénins, ils sont rares, et surtout, il n'y a pas de transmission entre hommes. Donc, on est toujours dans une transmission de l'animal vers l'homme, donc quelque chose qu'on arrive encore à contenir. Et donc, c'est pour ça qu'on reste confiant, mais très prudent dans la surveillance de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Prudence aussi en France, puisqu'en décembre dernier, avant les fêtes de fin d'année, le niveau de risque lié à cette grippe aviaire a été relevé de modéré à élevé. Dans l'espoir de maîtriser ce virus, le gouvernement avait rendu obligatoire la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards. Comment on vaccine un tel cheptel ? En fait, c'est les vétérinaires qui passent dans chaque élevage et qui font de la vaccination de masse. Mais je crois que ce qui est surtout intéressant de noter dans le cas français, c'est que cette campagne massive de vaccination chez les canards a très bien marché, puisque cette année, ils ont un nombre de cas qui a été très très bas par rapport aux 2 ou 3 dernières années où ça se comptait en centaines de cas. Quelles sont vos actions concrètes à l'OMSA ? Alors, on a... pas uniquement la grippe aviaire en tête, puisqu'il y a beaucoup de maladies animales. Et on a 2 grands types d'actions. Aussi bien des actions contre des maladies qui ont un impact uniquement, je voudrais dire, économique, sur les filières qui sont concernées, mais aussi un impact sur la vie des familles. Je vous prends un exemple de façon à ce que ce soit parlant. Lorsqu'on parle, par exemple, de peste des petits ruminants, qui est une maladie assez banale chez les petits ruminants, donc les moutons et les chèvres, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave. Sauf que dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est, c'est vraiment la survie des familles. C'est l'argent que l'on peut avoir pour envoyer les enfants à l'école. C'est l'argent pour la dot des filles de la famille qu'on va marier. Donc tout ça, c'est quelque chose de très important. Et puis on a aussi un autre grand groupe de maladies, c'est celles qui peuvent être transmissibles à l'homme. Donc c'est l'influenza aviaire, la grippe aviaire, c'est la rage, qui décime là encore beaucoup, avec surtout des enfants qui sont atteints, et pour lesquels là, on incite énormément les pays à se lancer dans des campagnes de vaccination. On a également nous-mêmes des banques de vaccins, où pour ceux qui n'ont pas les moyens, on peut leur fournir gratuitement ou à des prix très modestes les vaccins, de façon à ce que progressivement, on puisse aider ces pays à améliorer leur situation. Et puis on a un autre type de programme auquel je tiens à faire référence, c'est aussi des programmes qui aident les services vétérinaires à être mieux structurés, mieux organisés, être mieux armés pour justement développer leur action sanitaire. Donc on fait des évaluations de ces services, on identifie là où il y a des améliorations apportées et on les aide ensuite à aller voir des partenaires financiers pour pouvoir avoir justement les ressources, soit pour des recrutements, soit pour de la formation, soit pour des équipements de laboratoire, de façon à ce que là aussi soit vraiment, plus efficace sur le terrain. Alors juste un mot sur ce qu'on a appelé la vache folle, c'était il y a près de 30 ans, si je ne m'abuse, je pars sur votre compte, dans les années 1990. Est-ce que c'est encore possible, c'est comme on appelait ça, l'encéphalopathie spongiforme bovine, ces vaches qui tremblaient médiatiquement? Alors on a encore de temps en temps quelques cas, c'est très très rare, de ci, de là. Donc on pourrait reconnaître que c'est peut-être des cas naturels, parce que c'est une maladie qui existait avant, mais qui était passée sous les radars, sauf que maintenant, comme on a été chaudé, on a des plans de surveillance qui sont vraiment très très pointus. C'est vrai que le risque est derrière nous, surtout parce qu'il y a eu énormément de changements qui ont été faits dans la filière de l'alimentation animale, puisque c'est une maladie qui se transmettait avec les farines animales. Alors, j'aimerais vous montrer une image maintenant, un animal que vous allez bien entendu reconnaître, puisqu'il y a 4 ans, des milliards de personnes étaient confinées et beaucoup ont découvert ce nom, pangolin. Alors, à l'époque, c'était un peu le vilain petit canard, si je peux me permettre le jeu de mots. Il avait été jugé responsable de ce virus. Que sait-on aujourd'hui de cela? Est-ce que c'est vraiment le pangolin ou pas du tout? On est moins affirmatif, disons. Ce qui semble par contre certain, c'est que l'origine première du virus était chez la chauve-souris. Et la chauve-souris, comme d'autres animaux, je pense en particulier aux rongeurs, sont souvent des réservoirs de virus à risque pour l'homme. À risque, y compris de pandémie. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait des plans de surveillance, on cible notamment ce type d'espèces sauvages. Donc c'est clair que la chauve-souris est plutôt l'animal initial. Que le pangolin ait pu être un vecteur entre la chauve-souris et l'animal, c'est peut-être possible, mais c'est pas ça qui était le plus important. D'ailleurs, beaucoup disent que le pangolin, finalement, c'est plus lui qui est menacé par l'être humain que l'inverse. Est-ce vrai? Aujourd'hui, c'est vrai.
Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie des espèces qui sont chassées, voire surchassées. Et au titre, effectivement, de la protection des espèces menacées, je pense qu'il mérite une plus grande attention. Mais est-ce que c'est aussi un de vos champs d'action? Je vous pose la question parce que la semaine dernière, jeudi, à votre place, nous avions une vétérinaire ougandaise, Gladys Kalema Zikuzoka, qui donc protège les gorilles. Et elle nous disait combien le tourisme, notamment de masse, et la proximité des êtres humains fragilisaient ces gorilles qui, eux, ne sont pas vaccinés. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est une de vos préoccupations? Tout à fait. Alors, pas directement chez nous, parce que c'est d'autres organisations qui sont plus spécialisées dans la préservation et la protection des espèces sauvages. Nous, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on travaille. C'est-à-dire que, justement, la crise de la Covid l'a démontré. On ne peut plus considérer les questions de santé animale de façon trop indépendante de ce qui se passe dans les écosystèmes. Et donc la surveillance des écosystèmes, des pathogènes, des virus qui circulent est importante de façon à ce qu'on puisse essayer d'anticiper par des signaux faibles ce qui éventuellement pourrait passer de la faune sauvage directement à l'homme ou à l'animal domestique et puis à l'homme. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on travaille et on laisse aux organisations spécialisées le soin de s'occuper des espèces menacées. Alors vous êtes sans doute déjà entendu dire, sans doute pas de par vos proches, parce qu'ils savent vraiment ce que vous faites, mais quand on dit Organisation mondiale de la santé animale, on pense tout de suite à maltraitance animale. Oui. Est-ce que c'est aussi un domaine dans lequel vous agissez? On pense notamment à ce qui se passe dans les abattoirs, avec des associations qui fréquemment alertent sur les conditions déplorables, parce que là, il y a aussi un lien avec la santé sanitaire, enfin la santé alimentaire. C'est effectivement une partie de notre travail, puisqu'on s'occupe de santé animale, mais le bien-être des animaux en fait partie. Et notre rôle principal, c'est à la fois d'établir des normes internationales auxquelles les pays peuvent se référer lorsqu'ils veulent refaire leur réglementation, leur législation nationale. Et puis l'autre partie, c'est là aussi d'aider les pays à travers des ateliers de formation à mieux comprendre ce que cela veut dire, comment ils peuvent l'intégrer dans leurs pratiques, comment ça peut être un atout économique même de pouvoir avoir des bonnes pratiques dans la conduite des élevages ou de l'abattage et du transport. Et pour nous, c'est également un élément important pour contribuer aux réflexions de ce que doit être l'élevage au sens large, donc élevage, transport, abattage, durable. Transport durable. Et sur le trafic des animaux, vous y penchez? Est-ce que vous alertez? Il y a de plus en plus, par exemple, de félins qui sont parfois ramenés de certains pays. Lorsque l'animal grandit, forcément, ça rigole un peu moins. Alors là, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des organisations spécialisées, la CITES ou bien le secrétariat international pour la protection des espèces menacées, qui sont en charge de ça. Donc on est toujours vigilant à travailler avec eux, mais à ne pas marcher sur leur plate-bande. Et donc nous, on travaille plutôt avec eux lorsqu'ils ont besoin de conseils sur les aspects plus de santé. Et plutôt, vous travaillez avec l'ONU, mais vous n'en faites pas partie. C'est pas comme l'Organisation mondiale de la santé. Non. Une dernière question. Emmanuelle Soubeyran va vous succéder. En août, vous avez effectué 2 mandats. Elle est vétérinaire, tout comme vous. Alors, elle est élue face à un Argentin. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que depuis 100 ans, il n'y a que des Français et que des Françaises à la tête de cette organisation? Alors, déjà, vous êtes la 2e femme. Mais il n'y a que des Français et que des Françaises. Alors déjà, au début de l'histoire, parce que la création de cette organisation a surtout été faite à l'initiative de la France. Donc je pense que dans les premières années, il y a une reconnaissance, si je puis dire. Ensuite, je crois qu'il faut le dire tout simplement. C'est parce que lorsqu'il y a eu des candidats qui se sont présentés face aux candidats français, ils n'ont pas été élus. Donc peut-être aussi que voilà, c'est exactement le jeu démocratique des élections et peut-être que la prochaine fois le candidat non français aura peut-être plus de chance. Il faut forcément être vétérinaire. C'est quand même préférable effectivement d'être vétérinaire. Merci beaucoup Monique Eloi d'avoir répondu à nos questions et pour vos réponses très très claires pour nous, le grand public.